l'éducation des filles devient désormais un axe transversal à tout ce que nous faisons. It is my great honor to be here today with 2021 Right Livelihood Laureate Marthe Wandou, a Cameroonian gender and peace activist who has worked to fight for women's and girls' rights and against sexual violence while caring for survivors of such violence since the 1990s. Her organization, Action Locale pour un Développement Participatif et Autogéré, ALDEPA, which she founded in 1998, has, through community-based intervention, campaigned to change harmful cultural practices such as early marriages, giving girls more options for their futures. Operating in a context marked by harmful cultural practices and insecurity, more than 50,000 girls have benefited from ALDEPA's work. Wandou has also assisted survivors of violence carried out by the Boko Haram extremist group operating in the Lake Chad Basin. Congratulations to the Right Livelihood Award. Merci. Marthe, I wanted to start by asking you about your own girlhood. Who were you before you became an activist for change? Ok, merci. Je suis Marthe Wandou. Je viens d'un village qui est Kaélé, dans la région de l'extrême nord Cameroun, où j'ai grandi aussi. Et puis, vous savez, l'extrême nord, c'est un contexte de tradition, de culture, où les femmes n'ont pas assez d'espace, où elles ne sont pas assez écoutées, elles ne sont pas assez éduquées aussi. Et donc, j'ai grandi dans ce contexte où, en tant que fille, je devais aussi subir certaines contraintes dans la communauté. Je dois dire que je suis un peu plus chanceuse que les autres filles de mon âge parce que moi, j'ai eu quand même la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue pour aller à l'école. Ce n'était pas facile, même pour eux aussi, en tant que parents, d'avoir plusieurs filles, moins de garçons, mais de s'engager à soutenir leur éducation. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est que quand on grandit dans la violence, c'est qu'il y a deux possibilités ou deux éventualités. Soit on commence à considérer la violence comme une norme et on l'adopte. Et plus tard, on peut même aussi devenir très violent dans la vie et renforcer le cycle de la violence. Mais la violence peut aussi, dans une autre éventualité, créer un déclic chez la personne qui vit la violence et décider de faire autre chose pour que la violence ne continue plus. Et donc, je pense que ça, c'était mon cas où, pendant que je suis allée à l'école, j'ai déjà vu plusieurs de mes camarades filles qui étaient aussi très intelligentes, mais qui devaient quitter l'école à l'âge de 13 ans, 14 ans, parce qu'elles devaient être mariées. Plus j'évoluais au lycée, je constatais aussi que le nombre de filles diminuait. Nous étions moins de 10 dans un grand collège. Malheureusement, il y avait plus de filles. Mais aussi, partir du lycée à l'université, ce n'était pas aussi facile. Donc, ça, c'est le contexte général dans lequel la majorité des filles de la région de l'extrême nord grandissent. Mais en dehors de l'accès à l'éducation, il y a d'autres types de violences. Et je dois dire que chaque fille qui a grandi dans la région de l'extrême nord a subi au moins une fois une violence basée sur le genre ou une violence sexuelle. Et ça, c'est toutes les filles qui le vivent. Et c'est des situations qui, plus ou moins, fait partie de nous et nous amènent à réfléchir. Et dès que tu as l'opportunité de penser qu'on peut changer quelque chose et d'avoir la possibilité de changer pour d'autres filles, effectivement, tout comme moi, on va juste décider de changer quelque chose pour les filles. I wanted to ask a little bit more about your parents. What was it like? How were they able to support you in a context where, most parents were making different choices? OK, je disais que c'est une chance et je dois remercier encore mes parents pour cela parce que dans ce contexte, c'est un peu compliqué. Mon papa, il était un leader religieux
Donc, il a quand même eu des contacts avec d'autres personnes qui viennent de l'extérieur. Ma mère était une petite commerçante du village. Mais le fait que mon père, par exemple, il avait aussi le souci d'apprendre, parce que je dois dire que dans la vie de mon père, il n'a jamais été à l'école, mais finalement, il était capable de lire, d'écrire et aussi de communiquer avec d'autres personnes en français. Et il était fan de lecture des langues, donc il a appris plusieurs langues. Donc, à partir de cette situation personnelle pour lui, il a pu aussi influencer peut-être ma mère, mais ma mère est devenue aussi une personne qui soutient l'éducation, et les deux dans le village étaient des personnes qui soutenaient jusqu'au niveau où les enfants voulaient leur éducation. Je dois aussi préciser que nous étions plus de filles que de garçons. Moi, je viens d'une famille de 13. 9 filles et 4 garçons. Et dans une situation comme ça, ce n'était pas aussi facile parce que les autres ont aussi tout dit de mes parents. Pourquoi est-ce qu'ils soutiennent l'éducation des filles? Cet investissement ne va servir à rien parce que les filles seront mariées. Il y a des situations même où d'autres personnes du quartier disaient à mes parents, mais au lieu de dépenser l'argent pour envoyer les enfants à l'école, c'est mieux d'économiser parce que vous devez plus tard payer pour que les hommes puissent épouser vos filles parce qu'elles sont très nombreuses. Elles vont à l'école, elles ne seront pas de bonnes femmes, elles ne pourront pas être mariées. Déjà, à quoi sert l'éducation d'une fille? Donc, peut-être que mes parents ont reçu une inspiration divine, je dirais, pour soutenir l'éducation. Et ce sont des personnes spéciales à qui je dois aussi ce que je suis aujourd'hui. Donc, et je dois aussi préciser que mes parents n'avaient pas des moyens plus que d'autres personnes dans le village. C'était des personnes aussi avec des revenus modestes, mais qui étaient juste engagées à partir de leur cœur de voir que leurs enfants puissent aller à l'école, puissent avoir des diplômes, mais aussi puissent avoir à décider pour leur vie quand il s'agit du mariage et autres. Donc, c'est ça ce que je peux dire. Was there a moment that made you decide that you needed to dedicate your life to the advancement of girls in particular? Oui, c'est des moments qui se sont succédés, je dirais, parce que à partir de tout ce que j'ai dit déjà d'ailleurs, pour moi, je sentais la nécessité de changer quelque chose. Mais quand je suis partie de l'université, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une organisation de développement qui appuyait beaucoup plus des adultes en milieu rural avec des formations. Et moi, je finis l'université au moment où le Cameroun entre dans le multipartisme avec la démocratie, avec des nouvelles lois qui parlent de liberté d'association, liberté d'expression et autres. Et donc, cette organisation avait besoin d'une personne qui avait le profil juriste pour amener les gens à comprendre l'esprit de la loi, mais aussi à se lancer à la mutualité, c'est-à-dire se constituer en association, pouvoir les aider à légaliser leurs associations et autres. Donc moi, j'entre dans le développement à travers cette porte, mais je dois dire que ce qui a créé le déclic en moi, qui me ramène en arrière dans ma propre vie, dans ma propre histoire, c'est que dans cette organisation, je travaillais aussi avec les femmes. Et les perspectives pour les femmes étaient très limitées parce que même les femmes elles-mêmes, comme je disais tantôt, elles ont fini par intégrer la violence ou les contraintes dans lesquelles elles se trouvaient comme une norme. Et donc, tout ce qu'on leur proposait, elles disaient, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire? Pour nous, c'est fini. Si le mari ne décide pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous n'avons pas de parole. Et la majorité d'entre elles n'avaient même pas de carte nationale d'identité. Ça veut dire qu'elles ne pouvaient même pas voyager. Elles ne pouvaient pas participer aux élections. Et moi, j'avais fait une proposition à mon organisation de dire,
Bien sûr, on peut continuer à appuyer les femmes, mais si nous voulons que quelque chose change, peut-être il faut aussi que nous intégrons les filles parce qu'il est nécessaire de soutenir l'éducation des filles. Avec ces femmes, franchement, il n'y avait pas grand-chose à gagner. Et donc, moi, mon organisation, à sa base, avait aussi sa propre vision et vous ne voyez pas tellement l'opportunité d'intégrer parce que c'est aussi la perspective culturelle où les hommes pensent que c'est normal que la vie soit ainsi, même si on propose d'autres changements. Et après quelques années, moi, j'ai ressenti un peu comme une frustration et je me suis dit, pourquoi je ne vais pas quitter cette organisation pour faire autre chose. Mais j'avais besoin des ressources aussi pour faire fonctionner une organisation comme celle que j'ai fondée aujourd'hui. Et donc, j'ai créé l'association, mais j'ai continué aussi à travailler ailleurs pour pouvoir gagner le salaire et commencer à soutenir. Mais progressivement, j'ai été obligée de quitter cette organisation pour me consacrer uniquement à celle que j'ai créée aujourd'hui à le départ et pour lesquelles l'éducation des filles devient désormais un axe transversal à tout ce que nous faisons. Donc, ça n'exclut pas que nous travaillons pour les filles ou que nous soutenions aussi d'autres familles, mais l'éducation, c'est vraiment un élément central de notre travail et pour lequel on ne peut rien faire sans penser à cela. I wanted to talk a little bit more about what you were saying about the kind of internalized violence that you encountered when you were talking to adult women, because even when you're supporting girls and younger women whose attitudes haven't hardened yet, it still seems like there's a component beyond just providing resources or providing education that is, psychological support and really, changing girls' expectations for what they can do with their lives. How does that work in a context where they also have so many other pressures on them, and how can you expand the mind of a girl who's seeking LDPS services? OK, je dois dire que parfois, ce que j'ai compris avec le travail que je fais, c'est que les parents, ils agissent parfois parce qu'ils pensent que c'est leur manière de protéger les filles. De leur éviter d'être en face des garçons, d'être en contact avec des hommes à l'école et pour que les filles ne subissent pas peut-être de violence et qu'elles ne tombent pas enceintes ou qu'elles ne soient pas abusées. La meilleure façon, c'est de les envoyer très tôt à l'école, en mariage, pardon. Et donc, parfois, ce n'est pas facile d'amener aussi un parent à comprendre que, au lieu de préparer sa fille à aller en mariage, il faut l'amener à l'école. Ça, je dois dire, c'est des défis que nous rencontrons régulièrement. Et c'est pour cela que nous avons opté pour cette approche qui consiste à amener les personnes de la communauté à s'engager volontairement et bénévolement pour être des mobilisateurs au sein de la communauté. C'est pour cela que dans notre travail, l'approche de mise en place des structures communautaires de protection de l'enfant qui sont appelées des comités de protection de l'enfance, c'est extrêmement important pour la réussite parce que ce sont des personnes qui vivent dans la communauté, qui peuvent parler directement avec les parents, qui peuvent sensibiliser. Mais au-delà, nous avons d'autres mesures, c'est-à-dire nous travaillons avec les leaders traditionnels, les leaders religieux, qui sont ceux-là qui sont bien écoutés, qui peuvent, qui sont avec les autres, les leaders religieux, par exemple, ils rencontrent plusieurs fidèles par semaine, par jour même. Les musulmans, c'est au moins 5 fois par jour qu'ils rentrent dans la mosquée avec d'autres fidèles. Et lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui accepte, qui adhère à ce que vous faites, il devient comme un ambassadeur parce qu'à chaque fois qu'il a la possibilité de rencontrer des fidèles, il en parle avec eux et il arrive à leur faire comprendre. Mais aussi, nous travaillons avec les enfants eux-mêmes parce que les clubs de filles sont faits des personnes, des filles, soit qui ont été aussi victimes d'abus sexuels ou alors elles ont vécu le mariage précoce
elles peuvent se mettre ensemble avec d'autres filles. Elles deviennent celles-là qui sensibilisent les filles sur les conséquences, sur ce qu'elles ont vécu, mais aussi de faire l'autosurveillance. C'est-à-dire si à un moment donné, elles constatent qu'il y a une fille qui ne vient plus à l'école, c'est elles qui font l'alerte. Pour comprendre. Il y a eu des situations où elles sont allées dans la famille pour chercher à comprendre chez les parents pourquoi leur camarade ne vient plus à l'école. Et quand elles comprennent que c'est un mariage qui est en train de s'organiser et c'est pour cela qu'elles ne viennent plus, elles font la dénonciation pour permettre que l'action puisse être menée. Mais au-delà, nous avons aussi des clubs genre. Ce sont des personnes qui sont soit des femmes qui ont vécu des traumatismes à la suite des violences basées sur le genre, soit elles ont vécu des violences sexuelles, soit aussi ce sont des leaders communautaires au niveau du village qui s'engagent à constituer comme une sorte de pool de protection autour des femmes. Et ce sont ceux-là qui, chaque fois qu'il y a une femme qui subit une violence, elles font les premiers secours psychologiques parce que c'est très important d'aller vers elle, de lui parler, de la prendre en charge, de pouvoir dénoncer pour que cette femme puisse être accompagnée efficacement. Donc, notre stratégie de partir de la communauté pour agir au sein de la communauté et pour les enfants de la communauté devient effectivement quelque chose de très efficace. Mais malgré tout, il y a des situations où nous avons quand même affaire à des parents qui résistent toujours. Et donc, lorsque c'est des situations où soit un enfant a vécu un abus sexuel et les parents refusent qu'il y ait dénonciation et que l'abuseur puisse être poursuivi. Ou alors, il y a un projet de mariage qui se prépare. Malgré tout ce que vous faites pour sensibiliser les parents, pour qu'ils abandonnent le projet de mariage, ils refusent. Nous passons aussi à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est de voir le chef du village pour que le chef puisse convoquer ses parents et puisse l'interpeller sur ses responsabilités. Mais si ça ne va pas, il arrive que nous fassions aussi des dénonciations au niveau des unités de police, de gendarmerie et même à la justice pour être sûr que nous utilisons tous les moyens dont nous disposons pour protéger ces filles et être sûr qu'elles sont soustraites du mariage. Mais il arrive aussi des situations où, lorsque nous sommes contactés, c'est un peu tard. Elles sont déjà parties en mariage ou alors c'est parce que quelqu'un a vu le mariage se célébrer qu'il s'est intéressé à poser des questions et il a compris que c'était le mariage d'une petite fille. Et là, nous faisons toujours des efforts pour que, même si elle a été mariée, qu'il y ait des dispositions qui soient prises pour que soit elle revienne en famille, pour qu'elle puisse être protégée, soit qu'elle puisse être protégée dans le milieu où elle se trouve. So for this model to work, you have to have, I mean, you know, a large number of volunteers who are willing to serve on committees. You have to have the cooperation of local authorities and police if necessary. That kind of, you know, buy-in from the community seems like it's a recognition that these expectations and practices do have to change. Did you, when you started Aldepa, was that something that, you know, you already had enough, you know, recognition that what you were doing was important and that you needed the support? Or did it take some time to get, you know, all of these institutions and all of these figures in the community on board? Okay. Je dois dire que ça n'a pas été facile et même aujourd'hui, parfois, ce n'est pas toujours facile. Mais ce que nous avons fait, c'est déjà nous entourer d'un maximum de garanties. Les garanties, c'est d'utiliser déjà les lois qui existent et qui protègent les enfants et les droits des femmes. D'utiliser aussi les conventions qui ont été ratifiées parce que le Cameroun a ratifié un grand nombre de textes au niveau international qui protègent les enfants, mais aussi qui tranchent concernant les discriminations à l'égard des femmes. Nous avons aussi la Constitution du Cameroun qui prévoit dans son préambule que personne ne peut être discriminé à cause de son sexe, à cause de sa race, de sa religion et tout. Donc, ce sont des éléments importants que nous utilisons. Nous traduisons ces éléments en langue pour être sûr que
les gens peuvent aussi lire et comprendre. Nous organisons le maximum d'émissions radio pour être sûr que nous pouvons parler à un grand nombre de personnes. Mais jusque-là, ça ne veut pas dire que tout de suite tout le monde adhère et tout. Je vous ai parlé du contexte culturel et traditionnel. Même au niveau de la police et de la gendarmerie aujourd'hui, et même au niveau des magistrats, il y en a qui pensent que c'est vrai, la loi prévoit que les filles ne soient pas mariées avant l'âge de 18 ans, mais la culture quand même, la tradition, on ne doit pas oublier et on doit faire avec. Je dois aussi remercier les partenaires qui nous sont soutenus parce que nous avons eu à faire assez de formation des officiers de police judiciaire et des magistrats pour les interpeller parce que parfois, quand je parle des conventions internationales et d'autres textes importants, il y a des magistrats qui n'en ont jamais entendu parler. Il y a des magistrats qui ont entendu parler, mais qui n'ont jamais vu le document ratifié alors qu'ils doivent utiliser, puisque la Constitution du Cameroun dit que dès qu'un texte est ratifié au niveau international, il devient supérieur à la loi internationale, à la loi nationale, si la loi nationale prévoit autrement. Donc, en principe, dès que c'est ratifié, c'est le magistrat qui devrait même instruire les autres. Mais il y a des magistrats qui ne le savent pas et donc, nous avions été obligés d'organiser des formations et nous continuons de partager avec eux le maximum de documents. Nous avons eu à faire tout un recueil de textes qui protègent les enfants et les femmes au niveau du Cameroun et mettre à leur niveau. Nous avons traduit ces documents en langue pour être sûrs qu'ils peuvent s'en approprier et que même les leaders qui ne sont pas aussi instruits peuvent s'en approprier. La chance, c'est que nous avons parfois des leaders religieux au Cameroun, surtout au nord, qui sont alphabétisés en Fulfulde. Ils n'ont pas été à l'école, mais ils peuvent lire, écrire en Fulfulde. Et donc, quand nous traduisons ces documents en langue, ils peuvent les exploiter. Et nous utilisons des personnes qui peuvent aussi bien traduire. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas un acquis à 100%. Il y a bien sûr des personnes qui adhèrent, qui deviennent ceux-là, qui sont nos alliés, qui nous soutiennent dans ce que nous faisons. Mais il y a toujours des personnes qui continuent à penser que nous exagérons. Et puis, les ONG, c'est gagner de l'argent, c'est foutre le nez là où ce n'est pas nécessaire, dans ce qui ne les regarde pas. Nous sommes en train de bousculer les cultures et les traditions et donc, nous n'avons pas encore à 100% des alliés comme nous attendions et il y en a qui pensent que ce que nous faisons ne sert à rien. Mais quand nous regardons le nombre important de filles et de femmes que nous arrivons à soutenir en matière de santé mentale, leur donner, offrir un soutien psychologique, psychosocial, leur apporter des soutiens pour qu'elles puissent démarrer une vie, avoir des compétences techniques, avoir des revenus à travers des activités génératrices. Nous pensons que c'est vraiment la voie du salut et il faut continuer dans ce sens. When you started Altepa, did you think that it was going to be something where you had to do, you know, mass media and judicial trainings and all of that? How did and if you didn't think that it was going to be such, you know, a comprehensive organization, how did the vision and organization change over time? Oui, je dois dire non parce qu'au début, nous avions pensé avoir une association locale qui peut juste apporter le soutien à celles qui sont devant nous et tout. Et c'est pour cela que dans les écoles, c'était aussi surtout les écoles où nous agissions. Mais avec les résultats que nous avions, la demande devenait de plus en plus forte. Avec les officiers de police judiciaire, au départ, nous avons pensé qu'ils connaissent tout et qui sont prêts à protéger des personnes qui demandent leurs services. Mais nous avons été désagréablement surpris, parfois lorsque nous avons accompagné une personne victime, une fille victime d'abus sexuels dans un poste de police pour porter plainte, d'apprendre que le policier dise « Mais qu'est-ce que toi-même tu as fait pour ne pas être violée ? Est-ce que tu as crié? D'ailleurs, vous vous habillez très mal et c'est pour cela que... Donc, on a compris que non.
Ce sont des personnes qui sont là, qui sont supposées protéger, mais ils ne connaissent rien de ce qu'il faut pour la protection. Et donc, il fallait trouver des activités qui pouvaient les amener aussi à comprendre, à s'impliquer et autres. Au début aussi, ce n'était pas facile parce que lorsque nous avons parlé de formation pour les officiers de police judiciaire ou surtout pour les magistrats, on nous a demandé, mais vous êtes qui ? Les magistrats sont formés dans une école prestigieuse comme ça, à l'école normale de formation des administrateurs et des magistrats. Ce sont des policiers qui suivent des formations pendant 2 ans sur le droit. Et vous venez, vous êtes une ONG, vous dites que vous allez les former. Qu'est-ce que vous avez comme formation et qu'est-ce que vous pouvez leur offrir? Mais nous avons dit, bon, on va essayer, on va voir. Si le contenu c'est le même, si nous n'avons pas à apporter, et puis nous avons reformulé l'activité que nous avions. Nous n'avons plus intitulé ça formation, mais nous avons dit échange d'expérience entre les officiers de police judiciaire, les magistrats et les travailleurs sociaux. Et donc, lorsque nous avons parlé des conventions ratifiées au niveau international, nous avons parlé des mécanismes de protection. Et puis, c'est leur chef qui a dit, mais maintenant, je commence à comprendre et ça devient intéressant. Et lorsque le chef dit ça, les autres sont obligés de suivre. Et donc, finalement, c'était quand même comme si, à chaque fois que nous prévoyons des activités, tout le monde était intéressé à venir suivre. Et je dois dire aujourd'hui, l'un des magistrats qui était le plus opposé à notre action a écrit un livre sur la justice juvénile. Et c'est à partir des outils que nous avons développés ensemble, et d'ailleurs il a parlé d'Aldepa dans son livre plusieurs fois, comme source d'inspiration, comme source de formation et tout, et ça c'est quand même quelque chose de très important. Maintenant, il y a aussi le ministère à côté. Il y a le ministère des Affaires sociales qui généralement doit travailler pour la protection des enfants de manière générale. Il y a le ministère de la promotion de la femme et de la famille qui, en principe, doit travailler sur la protection des femmes et des filles. Mais aussi, il se trouve que le système de nomination et d'accès à ces ministères, l'École nationale des travailleurs sociaux a fermé au Cameroun il y a de cela plus de 15 ans. Ça veut dire qu'il n'y a plus de travailleurs sociaux purs qui sortent de l'école qui ont été formés. Ceux-là qui ont été formés avant, parfois sont déjà retraités, d'autres sont employés par la fonction publique. Mais le ministère de la Femme et de la Famille, il n'y a aucune école. Donc ce sont des enseignants qui sont parfois aussi nommés là-bas, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec la protection. Et puis, quand ils sont recrutés, quand ils sont engagés, nommés, il n'y a aucune formation de base. Ils sont juste envoyés sur le terrain. Et donc, c'était nécessaire pour nous de nous asseoir avec eux et dire, si vous êtes des structures de référence, parce que nous ne sommes qu'une ONG et nous accompagnons l'État, nous apportons un plus à ce que l'État doit offrir à la communauté. Vous n'avez pas des outils, nous sommes prêts à vous outiller davantage pour que votre action puisse être efficace. Et au départ, ce n'était pas facile, mais avec le temps, aujourd'hui, ces ministères ne font rien sans se référer aussi à nous et ils deviennent aussi des structures avec lesquelles nous collaborons tous les jours. Et ça, je dois aussi mentionner que quand j'ai eu le prix, Madame le ministre ou la ministre de la promotion de la femme et de la famille était la première à m'écrire une lettre de félicitations pour dire c'est en reconnaissance de cet engagement pour la fille, pour les droits de la femme et pour l'accompagnement de l'État à travers tout ce que vous faites. Et ça montre quand même que c'est une reconnaissance de cet appui que nous apportons. Finalement, nous devenons, parfois je dois aussi dire que nous faisons un peu trop, nous devenons une organisation qui fait des efforts à chaque fois pour être sûr que non seulement ce que nous faisons est bien fait, mais que ce que les autres acteurs font va aussi respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, surtout en ce qui concerne l'accompagnement des enfants et des filles, parce qu'il y en a qui pensent que
pour accompagner une fille victime, il faut juste lui poser les questions par rapport à ce qu'elle a vécu et puis on repose encore les mêmes questions sans savoir qu'en revenant sur cette histoire qu'elle doit raconter, elle revit le film de ce qu'elle a vécu et parfois ça la plonge encore davantage dans le traumatisme. Donc, nous devons faire cela. Mais autre chose importante qui a influencé notre travail, il y a bientôt 10 ans, c'est la crise Boko Haram à l'extrême nord Cameroun, déjà avec l'accueil des réfugiés nigérians en 2013 qui sont arrivés et je dois dire que le Cameroun n'avait jamais été préparé à vivre une telle situation, surtout à l'extrême nord. Nous avions les réfugiés centrafricains qui étaient à l'est et dans l'Adamawa. C'était facilement maîtrisable, mais dès que les réfugiés nigérians sont arrivés, nous avons pensé que c'était une crise pour le Nigeria et c'était hors de nous. Mais en 2014, le Cameroun a commencé aussi à être attaqué. Et ça, c'est ma région. La région frontalière a vécu des attaques et c'était tout de suite des attaques meurtrières. Les Boko Haram sont entrés dans les villages, ils ont commencé à égorger des personnes. Parfois, ils ont égorgé des hommes devant leurs femmes, égorgé les enfants devant leurs parents. Ils ont kidnappé des filles, ils ont kidnappé des garçons. L'idéologie de Boko Haram était aussi d'avoir le maximum de filles qui peuvent être avec eux pour pérenniser la race pure des personnes qui sont acquises à l'idéologie Boko Haram. Donc, on espère que ces filles vont être mariées là-bas, elles vont accoucher des enfants, ces enfants vont être élevés avec cette idéologie et continuer, c'est-à-dire pérenniser le travail ou l'activité de Boko Haram. Et c'est pour cela que les filles ont été aussi kidnappées. Mais la triste réalité, c'est qu'il y a assez de femmes et de filles traumatisées. Les filles qui sont kidnappées et qui vont avec Boko Haram sont parfois mises en esclavage sexuel. Elles sont mariées à plusieurs hommes, mais malheureusement, il y en a aussi qui sont utilisées comme kamikazes. Donc, des attaques à kamikazes ont été faites à 80% par des enfants. Et parmi ces enfants, la majorité étaient des filles. Et comme je dois aussi dire, la plus grande attaque qu'il y a eu même dans la ville de Maroua, qui est le chef-lieu de la région, c'était une attaque qui a été faite par une petite fille de 11 ans et il y a eu plus de 20 personnes qui sont mortes et plus de 100 personnes qui étaient blessées. Donc les enfants sont aussi assez impliqués, mais aussi les femmes. Donc, quand ces personnes arrivent à revenir, lorsque en 2018, le Cameroun sort, le président de la République signe un décret pour dire les personnes qui ont rejoint Boko Haram, qui veulent déposer les armes et revenir d'elles-mêmes, le pays sera prêt à les accueillir et à les éduquer et les réintégrer dans la communauté. Les hommes ont d'abord envoyé les femmes. Et ça, c'est aussi un sacrifice. C'est pour dire, si jamais le Cameroun ou le président voulait juste tendre un piège au groupe Boko Haram et pouvoir tuer les personnes qui reviennent, c'était les femmes qui devaient être tuées avec les enfants parce que ce sont les femmes et les enfants qui ont d'abord été envoyés pour voir si c'était réel, que rien ne leur sera fait. Donc, les hommes sont restés toujours en repli, les jeunes garçons sont restés en repli et on a envoyé les jeunes femmes. Et quand elles arrivent, elles ont tout perdu. Quand je dis tout perdu, ce n'est pas en termes de matériel, mais même en termes de dignité. Elles ne se ressentent plus être humains. Elles ne pensent plus qu'il y a encore une possibilité. Parmi ces femmes, il y en a aussi qui étaient des combattantes, hein. Elles ont été là-bas, elles ont été valorisées. J'ai rencontré, par exemple, une dame qui m'a dit, ici, on ne valorise pas la femme, mais je peux être fière que j'ai été dans une situation où aucun homme ne pouvait manipuler une arme comme moi. Et elle était comme une combattante très fière. Elle m'a dit, je peux démonter et remonter une arme en 2 minutes. Donc, ça veut dire que là-bas, il y avait aussi parfois des espaces qui permettaient aux femmes de se sentir valorisées pour qu'elles mobilisent plus d'autres femmes à joindre Boko Haram. Donc, ce sont des situations où, si on ne fait pas un accompagnement efficace, elles vont repartir
ou alors les autres ne vont plus revenir. Donc ça aussi, c'est un travail que nous avons fait. Il y a eu des situations où des enfants ont été aussi interpellés dans le cadre du terrorisme à la faveur de la loi de 2014 au Cameroun sur le terrorisme où toute personne interpellée dans le cadre du terrorisme doit aller au tribunal militaire. Et on sait très bien que le tribunal militaire n'accueille pas des enfants et les conventions que le Cameroun a aussi signées permettent qu'on considère chaque enfant qui se trouvait dans un groupe armé comme victime et non comme acteur. Malheureusement, ces enfants ont été pris, ils ont été envoyés en prison. Ils sont restés en prison plus d'1 an, plus de 2 ans. Pourquoi? Parce que quand on les présente au tribunal militaire, le juge militaire dit non, je n'ai pas compétence pour juger les enfants, amenez-les au tribunal de droit commun. On les amène au tribunal de droit commun, le juge là-bas dit, je suis désolé, je n'ai pas compétence pour juger des personnes qui sont interpellées dans le cadre du terrorisme. Alors, c'est malheureusement les enfants qui sont restés comme ça. Et grâce au système que nous avons pu impulser avec des autres acteurs, pour parler de la protection des enfants, on a convenu entre juges, entre avocats, entre les acteurs de la prison, entre les affaires sociales pour dire s'il y a une action qui peut être initiée et un bon dossier monté par les avocats, le juge était prêt à être favorable. Et donc, nous avons parlé avec notre avocat. Il a monté un dossier pour 47 enfants et il a demandé que la procédure d'habeas corpus soit mise en application. Il a saisi le juge, nous avons payé les frais et 39 de ces enfants-là ont pu être libérés d'un jour à l'autre. Mais ça ne suffit pas d'être libérés. Des enfants qui sont restés plus de 2 ans en prison, ils viennent des localités où tout le monde est déjà parti. Parce qu'à un moment donné, le gouvernement a aussi dit, si on trouve encore une personne dans le village, il est considéré comme Boko Haram. Tout le monde devait quitter, donc les familles n'étaient plus là. On veut faire la réunification familiale et leur permettre de repartir dans la famille. On va dans le village, il n'y a plus personne. Donc ça, c'était un autre défi de pouvoir garder ces enfants, de les accompagner, de chercher la famille et pouvoir les réinsérer progressivement. Et donc ça, c'est quand même des situations assez importantes imposées par la crise Boko Haram. Aujourd'hui, avec la mort d'Aboubacar Chekao, qui était l'un des meneurs de Boko Haram, d'une frange qui terrorise beaucoup plus la population, l'autre frange de Boko Haram dit aux populations, nous voulons beaucoup plus vous protéger, collaborer avec nous contre le gouvernement. Et maintenant, il y a aussi des attaques vis-à-vis des postes de police et de sécurité qui sont supposés protéger la population. Et dont la population est vraiment, comme on dit en français, entre le marteau et l'enclume. Et même la semaine passée, il y a eu une attaque d'une base. Il y a un sous-lieutenant qui a été tué au Cameroun, à l'extrême nord. Donc, la crise n'est pas encore complètement terminée. Et donc, nous sommes dans cette situation où, en même temps, il y a tout ce que nous avions avant comme travail, mais de l'autre côté aussi, tout ce qui s'ajoute comme effet, impact de la crise Boko Haram avec la situation des femmes, des filles et des enfants parfois de manière générale. You know, it seems like the traditional scope of Aldepa's work has been very collective, getting the community to evolve as one. And when you're dealing with girls who have been, you know, imprisoned on their own or who are abducted and are now struggling to return to a community that they don't feel values them, have you had to change your approach so that, you know, instead of working with the community as a whole, you are working with the individual girls to reintegrate themselves? OK. Je pense la crise Boko Haram nous a imposé un grand changement aussi dans notre façon de faire, mais aussi dans les outils que nous utilisions. Nous étions une organisation pure de développement. Avec la crise, nous étions obligés
de devenir une organisation mixte qui fait aussi bien l'humanitaire que le développement. Alors, ça change beaucoup en termes d'activité, mais aussi en termes d'approche. Il y a des situations où, dans les villages où nous travaillons, les membres des comités étaient aussi obligés de quitter et chacun a pris une direction dont il n'y avait plus de comité. Nous avions eu des contacts avec quelques personnes et donc on était obligés de travailler avec ces personnes. Mais je dois dire qu'au début de la crise, nous aussi, nous avions peur pour nous-mêmes. Et donc, nous étions obligés de rappeler nos collègues qui étaient sur le terrain de revenir au niveau du siège. Nous avons opéré à partir du siège. Ça nous a imposé de développer une ligne d'appel de téléphone où nous avons diffusé la ligne et ceux qui avaient besoin aussi de notre soutien, d'avoir des informations, pouvaient appeler sur cette ligne ou alors envoyer un message et nous, on appelait. Donc ça, c'était un changement important qui a demandé qu'on revoie la stratégie, mais qu'on revoie aussi les moyens d'opération. Mais aussi avoir des personnes qui sont traumatisées, qui ont d'abord besoin d'être prises en charge, de les engager à protéger les autres n'était pas facile, de les engager à se prendre en charge n'était pas facile. Donc, nous avons dû collaborer aussi avec d'autres acteurs au sein de la communauté, les agences du système des Nations Unies, pour être sûr que les familles qui arrivent peuvent avoir des abris, peuvent avoir aussi de quoi manger, de distribuer la nourriture, mais aussi avant que ces personnes puissent être prises en charge. Mais nous avons aussi beaucoup travaillé sur ce qui est compétences de vie courante, formation en compétences, pour permettre que ces personnes regagnent confiance en elles, commencent à se considérer, puissent avoir la possibilité d'initier des activités qui leur procurent des moyens. Mais parfois aussi, quand les gens sont en situation de déplacement, elles deviennent vulnérables vis-à-vis des communautés qui les accueillent. Parce que dans ce village, ils n'ont pas où ils peuvent cultiver. Les points d'eau, par exemple, deviennent des lieux de conflit parce qu'il y a plus de pression, la communauté aussi les stigmatise. Et donc, il fallait faire un travail au niveau de la communauté pour qu'ils acceptent ceux qui arrivent parce que tout le monde, que tu sois déplacé ou réfugié, tout le monde était appelé Boko Haram. Et même dans les écoles, les enfants étaient appelés Boko Haram. Je me rappelle, il y a une situation où une directrice d'école a écrit une lettre à sa hiérarchie pour dire qu'Al-Depa est venu inscrire des enfants Boko Haram dans notre école et nous nous sentons en insécurité. Et c'était quels enfants? C'était des petites filles, des femmes qui sont en prison, qui ont été interpellées en tant que Boko Haram, qui se trouvent en prison. Les filles sont avec leur mère et nous pensons qu'elles n'ont rien fait pour être en prison et pour rien au monde, elles doivent aussi aller à l'école comme tous les autres enfants. Nous négocions avec les responsables de la prison qui sont d'accord que ces filles aillent à l'école chaque matin et retrouvent leurs parents seulement après l'école. Et c'est la directrice qui trouve que non, ces filles sont des Boko Haram et que l'école est menacée. Des enfants de 5-6 ans, quelle menace elles constituent pour une école? Et donc, nous avons eu aussi à être interpellés, à répondre, à expliquer. Heureusement, le chef supérieur de l'éducation était de notre côté et il a dit, si on sort ces filles de l'école, la directrice va aussi perdre son poste. Et donc, ça a permis que nous soyons plus soutenus et que ces enfants puissent continuer la scolarité. Donc, en termes de changement, on a aussi eu affaire à ajuster plusieurs choses, à ajuster aussi notre propre force, parce que dans une situation où nous soutenons l'éducation, où nous prenons en charge les personnes qui sont victimes de Boko Haram, face à Boko Haram qu'on ne connaît pas, parce que nous sommes dans une situation où on ne peut pas savoir qui est Boko Haram et qui ne l'est pas. Même au bureau, nous devrions mettre en place un système qui devait filtrer des personnes qui entraient chez nous alors que normalement, nos portes sont ouvertes. Donc, on soupçonnait aussi tout le monde d'être capable de venir nous attaquer.
Et même chez nous, à la maison, on devait aussi faire attention avec nos propres enfants, qu'ils ne soient pas kidnappés pour nous faire du mal et tout. Aujourd'hui, la situation est beaucoup mieux parce qu'avec le temps, nous avons vu quand même que peut-être que nous constituons, il y a toujours la menace, mais nous ne sommes pas particulièrement une cible pour Boko Haram. Il y a eu des situations aussi où nos collègues les ont rencontrés quand ils rentraient du terrain et puis bon, bonjour, bonjour, oui, bonne chance. Donc, il n'y a pas eu de menace directe, bien que un de nos collègues ait été tué en 2020, mais il n'était pas particulièrement ciblé. Il était dans son village. Il y a eu attaque dans son village et parmi les personnes qui ont été tuées, il était parmi. Mais nous n'avons pas fait de ça un événement particulier parce que après, il n'y a pas eu de revendication ou de menace à notre endroit. I'm struck by the number that we've been citing for Al-Dipa's work that, you've helped 50,000 girls and women, because it seems to me that so much of what you're talking about isn't is this broader change in society and changing institutions and expectations. How do you measure that? And, is it even possible to assess how those things have changed since the 1990s? Oui, je pense que les changements sont quand même là, il faut le reconnaître. Déjà, la possibilité pour que plus de familles envoient leurs enfants à l'école, c'est un grand changement. Ce qui reste, c'est qu'elles puissent encore continuer leurs études jusqu'à la fin. Ça, on doit encore pousser. Et c'est pour cela que nous initions des programmes spécifiques. Nous avons un, par exemple, que nous avons intitulé « Au moins le bac avant de quitter l'école ». C'est un programme qui permet que l'enfant puisse s'engager, que les parents aussi s'engagent, que non seulement ils vont soutenir tant qu'ils peuvent l'éducation de leurs enfants, mais que nous allons aussi faire un accompagnement. Donc, c'est un arrangement entre trois où l'enfant aussi a sa place. Et ça permet quand même que les filles puissent continuer l'école au moins jusqu'à la fin du lycée. Ça, c'est un élément important de changement. Il y a des situations aussi où ce sont les parents eux-mêmes qui viennent vers nous et qui disent « Je voudrais bien que mes enfants continuent à aller à l'école. Comment je peux faire? Parce que ma fille veut se marier, elle est entraînée par d'autres. Comment est-ce que vous pouvez m'aider à la convaincre ?» Donc ça, c'est un grand changement. Mais il y a aussi plus de femmes qui s'engagent à développer des activités génératrices de revenus, à être dans les associations, à vouloir aussi s'imposer sur le champ politique, sur le champ d'être formé et autres. Et donc, ça, c'est quand même des changements importants, mais je dois dire qu'il y a encore à faire. C'est un long chemin. Comment nous arrivons à capitaliser? Parce que nous mettons aussi en place un système qui permet que nous puissions suivre à la lettre ce que nous faisons. Nous venons d'introduire un programme de leadership avec les jeunes filles. Parce que ça, c'est important, le fait de savoir qu'au niveau de la communauté, des filles peuvent s'engager pendant leur jeunesse pour être des modèles pour d'autres, pour avoir des outils de leadership et s'affirmer comme telles. Il ne s'agit pas qu'elles deviennent plus tard des politiciennes à des postes, si c'est possible, ce sera une très bonne chose. Mais pour nous, c'est important que les filles commencent à avoir une autre perspective de la vie d'une femme. De ne pas savoir seulement qu'être une fille, c'est être préparée à aller au mariage avec toute la patience possible qu'on doit subir, être prêt à servir seulement le mari, à faire des enfants, à vivre à la maison, mais d'avoir une perspective de comprendre que l'autonomisation commence au moment où je suis jeune. Et si je veux être entendue, je dois être capable de développer des compétences de négociation, d'affirmation, d'être capable de prendre la parole au moment où je suis jeune et de grandir avec. Et ça, c'est tellement important. Donc, les changements sont là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus à faire. Il y a toujours à faire. La question de certificat de naissance, par exemple, je décris toujours ça parce qu'il y a plusieurs enfants
qui se réalisent qu'ils n'ont pas d'acte de naissance au moment où ils doivent faire leur premier examen de l'école primaire. Et ça, c'est une porte ouverte à la déscolarisation. Si on n'a pas un acte de naissance, on ne peut pas présenter le concours. Si on ne peut pas présenter le concours, alors on rentre à la maison parce qu'on ne peut plus aller au collège. Et donc, cette année seulement, en 2021, on a identifié plus de 400 000 enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Et parmi ces 400 000 enfants, plus de 60% sont des filles. Donc ça, c'est un travail énorme. Nous avons mobilisé les autres acteurs, on est en train de reconstituer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de défis. Quand on prend aussi la scolarisation, bien sûr, il y a les enfants qui vont à l'école, mais à cause du fait que les familles n'ont pas assez de ressources, la région de l'extrême nord, c'est la région la plus pauvre du Cameroun, avec assez de facteurs climatiques qui ne sont pas favorables et tout, l'insécurité alimentaire et autres. Les parents disent, OK, on est prêt à inscrire les enfants à l'école, mais on n'a pas assez de ressources pour acheter aussi les livres et autres, alors que c'est nécessaire pour que l'enfant puisse bien faire ses études. Donc, avoir la disponibilité des manuels scolaires, ça c'est aussi un autre défi que nous avons. Mais au niveau institutionnel aussi, il y a un défi parce que lorsqu'on prend par exemple la question de mariage, bien sûr, le Cameroun a ratifié toutes les conventions qui parlent de l'âge du mariage de 18 ans pour le garçon et pour la fille, c'est important. La Constitution même parle de la non-discrimination. Mais il y a un texte important qui régit l'état civil au Cameroun, qui est l'ordonnance de 81, qui parle de 15 ans pour la fille et 18 ans pour le garçon pour le mariage. Et donc, ce texte continue aussi à être appliqué. Pour nous, c'est un défi important qu'au niveau du gouvernement institutionnel, le gouvernement puisse être clair par rapport à laisser à côté ce texte qui est dépassé, qui ne valorise pas la fille et pouvoir imposer de manière claire pour tous les professionnels, pour tous les officiers d'état civil, d'accepter seulement au mariage des filles et des garçons qui ont au moins l'âge de 18 ans. Mais aussi de faire passer le mariage à l'état civil, au moins qu'il soit enregistré, parce que plus de 80% des mariages au nord sont des mariages informels. Les filles sont juste envoyées comme ça. On ne passe pas devant un officier d'état civil. Et donc, même si l'officier devait contrôler, il n'a pas de moyens. Donc, c'est célébré comme ça au niveau culturel, au niveau religieux musulman. Et donc, il faut aussi qu'on arrive à ce que le gouvernement puisse imposer qu'aucun mariage ne soit célébré tant qu'il n'est pas contrôlé, parce que même si les jeunes époux ne passent pas devant l'officier, on peut développer un mécanisme qui permet au moins que ce soit contrôlé et qu'on s'assure que la fille qui est envoyée en mariage, non seulement c'est avec son consentement, mais aussi qu'elle a un minimum de 18 ans, tout comme le garçon. Donc ça, c'est au moins des défis qui sont au niveau institutionnel et non au niveau de la communauté. L'autre chose, c'est les armes. Parce que si Boko Haram continue à agir, c'est parce qu'il y a aussi les armes qui circulent. Le Cameroun est l'un des pays en Afrique où les armes circulent le plus. Et ça, c'est dans le système informel à cause des frontières, de la facilité de communication avec d'autres pays comme le Nigeria, même si je ne veux pas dire que tout vient de là. Il y a la facilité d'acquérir en informel les armes. Et ça circule. Il y a une initiative importante de l'Union africaine qui parle de faire taire les armes en Afrique. Et moi, j'attends encore que le Cameroun puisse s'approprier effectivement et puisse rentrer dans les actions concrètes pour faire taire les armes. Parce que si on continue à garder illégalement les armes, la violence se développe en milieu jeune, même dans les établissements scolaires. Et donc, si les enfants commencent à acquérir les armes et à les utiliser, ça va être plus grave. Et donc, ça, ce sont des aspects quand même, des défis où il faut aussi que le gouvernement puisse s'engager. We are almost at the end of our hour, which is extremely frustrating to me because I have so much more I want to ask you, but I do insist on asking one more question. How do you personally judge your success, on a daily or weekly basis? What do you look to figure out if you're doing the right thing?
Bon, je pense que je peux déjà dire tout de suite que ce qu'on fait, on peut apprécier comment c'est bien du moment où ce que nous faisons vise à amener des filles, amener des enfants à avoir une meilleure perspective pour leur vie. Donc, personne ne peut contester cela. Aider les femmes à sortir de la situation de traumatisme, de la situation de vulnérabilité avec leur famille, personne ne peut aussi contester cela. Mais maintenant, comment est-ce que nous arrivons à apprécier effectivement que ce que nous faisons est bien? Parfois, c'est difficile de porter des jugements sur soi-même, mais si on regarde les changements qui s'opère au niveau de la communauté, nous pensons qu'il est important de concentrer l'énergie positive sur ce qui est fait et la transformation, le changement qui doit s'opérer et ne pas se laisser entraîner par ce qui n'est pas bien fait, parce que si on reste dans l'écoute de l'appréciation négative, on peut aussi passer à côté de l'essentiel. Donc, moi, je pense que nous sommes dans la bonne direction. L'essentiel pour nous, c'est de nous assurer aussi que ce que nous faisons ne porte pas préjudice aux personnes que nous voulons aider, les enfants, les filles, les femmes, ne porte pas aussi préjudice à nous-mêmes, mais le reste, c'est de s'assurer qu'on avance. Thank you. And with that, thank you very much to Marc Landau. For sharing your experiences, your insights. I hope all of you have been as inspired as I am. And thank you to our translator, to Right Livelihood, and to Kulturhuset. Merci.